Bon, bonjour à tous. On va commencer cet atelier contre les menaces USB. Alors on a un atelier qui est en deux parties. Donc moi je suis Xavier Fauquet, je suis associé fondateur du cabinet Formine. Bertin m'a gentiment invité à faire cette introduction sur contrer les menaces USB. Donc on parlera très rapidement risque. Et ensuite je laisserai la parole à Erwan qui lui vous parlera plus solutions, réellement comment contrer finalement ces menaces USB de manière très concrète. Alors, la première question que je me suis posée quand nos amis de Bertin nous ont appelé en disant tiens, ça serait bien qu'on fasse un atelier ensemble sur la menace USB. La première remarque, je me suis dit, mais finalement, est-ce que la menace USB, c'est pas une menace has-been, entre guillemets, une menace dont on parle depuis très longtemps. Voilà, donc l'idée c'est que on regarde ensemble que cette menace elle n'est pas du tout has-been aujourd'hui, elle est même toujours largement d'actualité. Donc on va revenir sur de quoi on parle, de qui on parle. On parlera des usages, des risques très variés, des contraintes réglementaires qui sont issues de la LPM. Et puis ensuite Erwan partira sur les solutions, donc en parlant de référentiels de sécurité, de mesures organisationnelles, de mesures techniques, et puis de solutions de défense en profondeur. Alors est-ce qu'elle est has-been cette menace aujourd'hui? Je ne sais pas ce que vous en pensez vous personnellement. Si vous êtes là, c'est que a priori vous considérez qu'elle est loin d'être has-been. De quoi parle-t-on? On parle d'abord de clé USB. Alors une clé USB, évidemment, c'est un espace de stockage. C'est un espace de stockage qui peut être utilisé comme vecteur d'infection virale, qui peut être utilisé aussi, bien sûr, comme vecteur de fuite d'informations. Alors, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la fuite d'informations sur le support en tant que tel, mais on peut aussi, bien sûr, avoir de la fuite d'informations via ce support, donc de l'extraction de données. La deuxième chose qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a une problématique de firmware aussi sur la clé USB. C'est-à-dire que la clé USB, il y a un firmware électronique dessus. Et ce firmware, je peux l'attaquer, je peux installer des choses dessus, je peux transformer son comportement, ce qui fait que la machine sur laquelle je vais brancher ma clé USB va croire que non pas c'est un espace de stockage, mais ça va être autre chose. Et surtout, je vais pouvoir passer en bas niveau un certain nombre de commandes que je ne vais pas nécessairement voir. Donc en termes de vecteurs d'attaque, n'oublions jamais que finalement il y a cette partie espace de stockage sur laquelle je peux faire circuler des choses. Je peux faire de la fuite d'informations, je peux évidemment transférer des charges virales, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose surtout, c'est cet aspect firmware qui est loin d'être anodin. Alors vous avez peut-être en tête la faiblesse, la vulnérabilité bas du USB qui est liée à cette notion de firmware. Et puis sur la notion de fuite d'informations, sur la notion de transport de charges virales, on a eu des cas concrets, typiquement le Stuxnet ou Duku, où clairement ça a été ces aspects-là qui ont été utilisés. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a de plus en plus de supports USB compatibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on branche tous au smartphone, sur le téléphone pour le recharger, sur le PC pour le recharger. On a des caméras, des appareils photo, on a de plus en plus d'objets connectés en tant que tels. Donc le développement des objets connectés en tant que tels, sur lequel vous avez là aussi de l'électronique qui est stockée dessus. Donc quand vous le branchez finalement sur un PC, quand vous le rechargez sur une prise USB, vous ne savez pas nécessairement ce qu'il y a au sein de ces objets connectés. Donc ça aussi, ça peut être une charge tout simplement qu'on peut avoir masquée, cachée dans ces éléments USB. Et puis on oublie souvent aussi que ces objets connectés, mon téléphone, il est lui-même connecté à d'autres objets via des protocoles de communication divers et variés. Donc quand je connecte mon téléphone via ma prise USB à mon PC et qu'ensuite ce PC lui-même est connecté à d'autres objets connectés, là aussi j'ai d'autres vecteurs de fuite d'informations. Donc on est entouré d'objets connectés, très variés, et on a des risques associés qui sont aussi très variés. Alors on s'est amusé à faire le travail entre une différenciation entre le SI tertiaire et le SI industriel. Finalement, en termes d'usage sur le SI tertiaire, on a beaucoup de notions de transfert de données, transfert d'applications, transfert de patch, l'installation de nouveaux firmware. Ça, c'est des principaux usages qu'on retrouve aujourd'hui sur le SI tertiaire. Sur le SI industriel, on a beaucoup plus de transfert de patch, l'installation de nouveaux firmware.
et puis beaucoup d'extraction de logs. Finalement, on utilise beaucoup le support USB pour aller chercher de l'information sur le SI industriel, en faire l'extraction, et puis pouvoir l'analyser sur des outils qui sont plutôt sur le SI tertiaire. Donc si on regarde en termes de risque, aujourd'hui, entre les deux mondes, on n'a pas exactement la même typologie de risque. Dans le SI tertiaire, finalement, mon vecteur USB, il est utilisé essentiellement sur la captation d'informations, sur de la fuite d'informations en tant que telle. Ça, c'est les risques qui ressortent aujourd'hui chez nos clients, essentiellement. Bien sûr, il va être utilisé pour l'infection, donc du transport de charge virale, donc de l'infection bureautique, assez classique finalement, hein, avec ces supports-là. L'intrusion sur le SI bidirectionnelle aussi, c'est-à-dire que je peux aller stocker quelque chose sur une clé USB qui elle-même va être reconnectée derrière. Et donc, je vais avoir une intrusion grâce à cette clé. Et puis, un risque qui ressort un peu moins, c'est tout ce qui est perte et corruption de données, dans le cadre de ce type d'usage, où voilà, le risque aujourd'hui chez nos clients ressort beaucoup moins. Si on regarde sur le SI industriel, aujourd'hui, en termes de corruption de données, c'est l'élément essentiel aujourd'hui. C'est-à-dire que j'installe un virus et puis je dégrade mon environnement industriel avec ce virus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, très lié évidemment à la corruption de données, on va avoir tout ce qui est arrêt et dégradation des systèmes industriels associés. Donc là aussi, mon vecteur USB est un vecteur important pour ça. Une modification du comportement du SI industriel, c'est-à-dire que j'installe finalement un virus, j'installe quelque chose et je vais modifier le comportement de mon SI industriel sans nécessairement que je le vois. C'est-à-dire que les stations de supervision ne vont pas nécessairement me montrer cette modification de comportement. Évidemment, intrusion aussi sur ce SI, au même titre finalement que le SI tertiaire, hein, tout simplement. Et puis le transport de charges de destruction de données, là aussi, tout à fait possible dans le cadre des SI industriels. Alors si on regarde les contraintes réglementaires sur la LPM, dans la LPM, hein, sur le SI industriel, vous avez 3 niveaux d'équipement, des classes 1, classe 2 et classe 3. Si vous regardez sur le sujet USB aujourd'hui, en classe 1, vous n'avez que des recommandations sur le fait d'avoir des politiques d'utilisation des clés USB, sur le fait d'avoir des stations de décontamination, donc importantes là aussi. Je recommande aussi l'usage vraiment limité de ces supports USB aujourd'hui sur ces SI-là. Si les SI n'ont pas été vérifiés, ils ne devraient même pas être connectés. Là aussi, c'est une recommandation importante. Et puis, on devrait avoir des médias qui sont dédiés au SI industriel. Donc ça, c'est que des recommandations sur les classes 1. Si on regarde en classe 2, aujourd'hui, ces recommandations, elles deviennent des directives. Là, on est sur des obligations, en fait, en termes de fonctionnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on devrait aussi désactiver logiquement les ports USB sur les systèmes industriels. Donc là aussi, c'est une recommandation, dans le cadre des systèmes de classe 2. Recommandation qui passe en directive en classe 3. Donc on voit qu'on a des contraintes de plus en plus fortes sur mes supports USB dans le cadre du SI industriel, suivant la classe de mes équipements. Et puis dernière directive, enfin 2 dernières directives, on a la directive où je dois avoir un SAS qui doit avoir été mis en œuvre, et puis je dois avoir une solution qui soit labellisée au niveau étatique. Là, donc on voit différents niveaux de contraintes qui s'appliquent essentiellement aujourd'hui, alors uniquement sur les SI industriels, et qui demain pourraient arriver là aussi sur les SI tertiaires. Donc, si on résume finalement sur les contraintes réglementaires, on doit garantir une décontamination des périphériques, mais aussi des firmware dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on doit avoir intégré un système de liste blanche, savoir quelles sont les clés que j'utilise aujourd'hui dans le cadre de transfert, et puis avoir une notion de SAS. Et puis, si je parle de SI tertiaire, alors le SI tertiaire, on a beaucoup de clients qui bloquent aujourd'hui les ports USB. Donc, vous voyez la réaction des métiers dans ces cas-là. Hein, généralement, vous avez un ensemble de dérogations qui vous arrivent assez rapidement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a bien sûr la possibilité de faire du filtrage par type de médias. Et là aussi, c'est assez facilement bypassable et finalement peu efficace. Et puis, le troisième point, c'est finalement d'avoir des outils de checking de support USB. Ah, donc, si on fait bien la différence entre le SI industriel et le SI tertiaire, on n'a pas du tout les mêmes pratiques et les mêmes risques, et puis les mêmes besoins finalement en termes de contrôle de l'USB.